Je vais parler principalement de Rabelais, ou plutôt, en tout cas à partir d'un certain moment avec Rabelais, enfin, je vais essayer, raison pour laquelle vous avez là le portrait du monsieur. Mais je vais commencer, ce que je n'avais pas prévu de faire, mais je vais commencer par une petite lecture, parce que les événements d'hier soir et de cette nuit m'ont incité à le faire. Voilà. Et je vais vous lire un texte que je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le chapitre 17 du Gargantua. Et le titre de ce chapitre, c'est « Comment Gargantua paya sa bienvenue est parisien et comment il prit les grosses cloches de Notre-Dame ». Quelques jours après qu'ils se furent rafraîchis, il, c'est le pluriel, c'est les compagnons de Gargantua, il visita la ville et fut vu de tout le monde en grande admiration, car le peuple de Paris est tant sot, tant badaud et tant inepte de nature qu'un bateleur, un porteur de rogatons c'est les reliques, en fait, un mulet avec ses cymbales, un vielleux au milieu d'un carrefour, assemblera plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. J'ai dit au poète, il chercherait un public. Étant molestement le poursuivirent, qu'il fut contraint soit reposer sur les tours Notre-Dame. Auquel lieu étant, et voyant tant de gens alentour de soi, dit clairement « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici ma bienvenue et mon proficiat. Ces raisons, je leur vais donner le vin. Mais ce ne sera que par riz. Riz écrit R-Y-S, savoir par calembour, par plaisanterie, pour rire. » Laure, en souriant, détacha sa belle braguette et, tirant sa mantule en l'air, les compissa si aigrement qu'il en noya 260 410 et 8, sans les femmes et petits-enfants. Quelque nombre d'iceux évada ce pisfort à légèreté des pieds. Non, ceux qui courent vite se font pas pisser dessus. Et quand furent au plus haut de l'université, c'est-à-dire là où nous sommes, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, commencèrent à renier et jurer, les uns en colère, les autres par riz. Carimari, Carimara, par Sainte Mamie, nous sommes baignés par riz, dont fut depuis la ville nommée Paris, laquelle auparavant on appelait Lucesse, comme dit Strabon, liber partus, c'est-à-dire en grec blanchette, pour les blanches cuisses des dames du dit lieu. Ce fait considéra les grosses cloches qui étaient dites tours, et les fit sonner bien harmonieusement, ce que faisant, lui vint en penser qu'elle servirait bien de campagne au cou de sa jument, campagne clochette, laquelle il voulait renvoyer à son père, toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. De fait, les emporta en son logis. Toute la ville fut émue en sédition, comme vous savez qu'à ceux, ils sont tant faciles. Tant faciles que les nations étranges s'ébahissent de la patience des rois de France, lesquels autrement, par bonne justice, ne les réfrènent, vu les inconvénients qui en sortent de jour en jour. Voilà. Je ne continue pas parce qu'après,
toute une série d'épisodes pour savoir comment la population de Paris va récupérer les cloches, etc. Voilà, petit clin d'œil à Notre-Dame de Paris. Alors pour revenir à ce qui s'est mis en place dans le cadre du programme qui vous ont été décrits tout à l'heure, à savoir le livre en question, moi je suis venu ici au mois de février pour voir donc les lieux, les collections, rencontrer les personnes qui sont responsables de ce lieu. Et j'ai été accueilli en particulier par Ismaël, qui est ici, là, et qui m'a immédiatement orienté vers Rabelais. Voilà, vers ce qui existe de l'œuvre de Rabelais dans les collections de cette bibliothèque. Voilà. Il l'a fait évidemment, je vais lui demander à lui, mais parce que le travail que j'ai fait dans la prose et dans la poésie, alors souvent on l'a associé à l'œuvre de Rabelais, pour diverses raisons, peu importe lesquelles pour l'instant. Et puis parce que la revue TXT à laquelle faisait allusion Sylvie tout à l'heure a consacré à Rabelais en 1987 un numéro, c'était le 21, on peut avoir la deuxième image. Voilà, vous aussi. C'était un numéro, comme vous voyez, intitulé La dégelée Rabelais en liaison avec le fameux épisode des paroles gelées dans le quart-livre. Voilà. Et c'était un numéro qui comportait des textes de spécialistes de Rabelais, enfin, je ne sais pas quelle connaissance vous avez de ce monde-là, mais comme Manuel de Diegues par exemple, et comme Jean Paris. Et puis des fans de Rabelais, des enthousiastes de Rabelais, comme Alain Frontier qui est ici, comme François Bon, qui venait de publier un livre sur Rabelais aux éditions de Minuit, et comme Valère Navarina également. Voilà. Alors, Ismaël avait d'abord extrait des collections un livre que j'ai donc officiellement emprunté, pour montrer que j'ai fait mon job, voilà, il m'a fiché le peur. Ça, c'est un livre qui rassemble les actes d'un colloque sur le tiers-livre qui a eu lieu à Rome, à une date que j'ai oubliée, mais je vais quand même la dire, en 1996. C'est publié dans une série qui s'appelle Les Études rabelaisiennes, chez Genève, chez Drault en 1999. Donc c'est une série d'exposés, de conférences sur Rabelais, en particulier les rapports de Rabelais avec l'Italie, les rapports de Rabelais avec la littérature italienne de l'époque, dans laquelle il a souvent été chercher de grandes épopées populaires qui comportent des figures des géants qu'on retrouve ensuite dans sa propre littérature. Et dans ce volume, j'ai trouvé référence à un livre, lui, beaucoup plus énigmatique, intitulé le Silvius Ocreatus, Silvius le Beauté, Ocrea en latin, les guêtres, les bottes, et qui est un dialogue philosophique en latin. Alors, du latin, c'est pas trop de mal, on peut avoir l'image peut-être. Voilà. Le personnage qui est en scène dans ce texte, c'est un certain Jacopus Silvius, on dit en français Jacques Dubois, tout bêtement, qui était un lecteur de médecine, enfin lecteur royal de médecine, et qui était le collègue de Rabelais dans ces années 1929-1930. Donc Rabelais lui-même, c'est un livre qui est publié 2 ans après la mort de Rabelais. Rabelais lui-même intervient dans ce dialogue, participe à ce dialogue, peu importe les sujets du dialogue et le contenu de ce livre, mais évidemment, ce qui m'a beaucoup retenu, frappé, parce qu'on s'intéresse toujours à son propre cas, c'est que l'éditeur de cet ouvrage, comme vous pouvez le voir avec la vignette qui figure sur cette page de garde, c'est l'éditeur Prigent. Alors, il était pas tout seul, il avait un comparse, mais quand même c'était principalement Prigent et Calvarini, voilà, Brigantis Calvarini.
Voilà, éditeur parisien, si je me rappelle bien, voilà, ex officina Prigenti, Calvarani, Algemina Skipas, Stinklauso Brunello, vous voyez, en bas. Voilà, bref. Voilà. Donc, ça crée des petites rencontres qui sont pas signifiantes en tant que telles, mais qui créent du désir, on va dire. Voilà. Alors après, plus banalement, on a extrait des collections, un tome des œuvres de Rabelais, en choisissant le plus ancien qui figure dans les collections de la bibliothèque. C'est un volume publié en 1741, donc c'est d'ailleurs bien après l'époque de Rabelais, voilà, le frontispice. Je n'ai pas particulièrement consulté, mais qui m'a poussé à aller relire tout Rabelais, ce qui prend un petit peu de temps parce qu'il y a des problèmes de langue quand même. Mais bon, je vous y invite. Ça vaut la peine d'y consacrer du temps, surtout quand on voit ce qui se publie couramment. Voilà. Et puis, tout d'un coup, tilt, j'aurais pu y penser avant, mais je suis avisé que le prénom de Rabelais, comme chacun sait, c'est François. Voilà. En Bretagne, en breton, en Bretagne d'où je viens, comme certains le savent, François, ça se dit Fanch, que le diminutif de Fanch, c'est Chino, que Chino, comme quelques-uns peut-être le savent aussi, est le personnage central de quelques-uns des livres, côté roman en particulier, que j'ai publié récemment, ce qui m'a tout d'un coup l'illumination, derrière son pilier, en plus profane, que finalement, ce personnage de Chino, qui est un peu un alter ego de Christian Préjean dans les livres dont je parle, j'aboutissais à une formule qui était ego sum Chino, bon, Chino, et si ego sum Chino, anch'io son Rabelais. Et voilà, à partir de là, ça fait peser une responsabilité lourde, mais on peut quand même enchaîner quelques petites choses sur ce plan-là. Et puis, dans l'enthousiasme de cette découverte, je me suis souvenu, mais vous vous en souvenez aussi, qu'il y a un homme de fer. Alors, cet homme de fer, c'est dans un conte de Grimm, qu'il y a un homme de merde. C'est un peu moins connu, mais c'est dans un texte de Christophe Tarkos. Et puis qu'il y a aussi un homme de livre. Alors pas un homme de livre au sens que quelqu'un qui serait amoureux des livres, passionné par les livres, mais un homme vraiment fait d'une matière de livre. Voilà. Et ça, c'est un tableau peint très peu après, une dizaine d'années après la mort de Rabelais, un tableau d'Archimboldo. On va le voir, le voici. Bon, ce n'est pas le plus connu des Archimboldo parce qu'on connaît plus les tableaux faits à base de légumes, de plantes, etc. Mais bon, celui-ci est quand même très remarquable aussi. De ce tableau, j'ai fait un petit relevé. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. La bibliothèque ferme ses portes dans 30 minutes. Si vous souhaitez mettre des documents de côté, et donc, dirigez vers la porte. les petites numérotations que vous voyez là en rouge correspondent aux diverses parties du texte que je vais vous lire. Voilà. C'est-à-dire, il y a une partie qui concerne la tête, disons, ensuite 2 c'est la bouche, 3 c'est le gosier, 4 c'est la place du cœur, et 5 c'est le ventre. Bon, remarquez que l'image est coupée un peu malheureusement quand on pense à Rabelais, parce qu'il y a ni sexe ni cul, quand on parle de Rabelais, c'est un peu dommage, mais enfin bref, on en restera donc là à ces 5 parties. D'abord pour ne pas vous tenir le crachoir trop longtemps. Voilà, donc la première partie se situe au plan de la tête. Alors, la tête, en principe, c'est pas toujours le cas, mais en principe, c'est là où on pense. Voilà, bon, certains, en tout cas. Donc là, je vais vous lire plutôt façon, comment dire, pensif, j'allais dire universitaire, mais pour ces personnes. Donc quelque chose d'un peu plus théorique comme cela, qui essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles je m'intéresse à Rabelais. En fait.
et les raisons pour lesquelles je crois aussi qu'il est bon aujourd'hui de s'y intéresser et d'y revenir. Donc le premier point, c'est que bien la littérature française, enfin l'histoire de la littérature française, l'ambiance générale de la littérature française, et il faut bien dire que jamais elle n'a digéré Rabelais. Enfin, Rabelais, en fait, lui est toujours resté là dans le gosier, et que tout ce qu'on a pu faire de divers côtés pour résorber cette difficulté, hein, Rabelais le bon vivant, la gauloiserie, la scatologie, les obscénités, la rigolade, voilà. Rien de cela n'est parvenu à dissoudre cet obstacle. Et il me semble que c'est lié, pas trop aux détails de l'écriture de Rabelais, mais à la posture d'écrivain, à la posture intellectuelle que Rabelais représente. Voilà, enfin, à cette posture elle-même. Parce que cette posture, me semble-t-il en tout cas, contredit d'une manière radicale à peu près tout ce que le monde littéraire, enfin la vie littéraire, disons, et en particulier la vie littéraire d'aujourd'hui, entend par littérature. Alors sur quelques points que je vais détailler en essayant de ne pas être trop long, mais qu'il faut détailler quand même. Le premier point qui est d'évidence, bien que ce ne soit pas souvent cela dont on parle d'abord quand on parle de Rabelais, le premier point c'est que Rabelais, l'écrivain Rabelais, j'insiste sur l'écrivain Rabelais, et non pas le philosophe, le penseur, l'essayiste Rabelais, mais l'écrivain Rabelais est de plein pied dans l'histoire, l'histoire de son temps bien sûr, et que ses écrits développent d'une manière frontale une analyse et une critique des savoirs et des croyances de son époque. Tant, et là je le cite, un temps, dit-il, en ce qui concerne notre religion, que aussi l'état politique et la vie économique. On dit, voilà un écrivain dont le projet est de se livrer à une analyse, enfin une dissolution, une violente critique des croyances religieuses, politiques et économiques de son époque. C'est courant, parce que ce qu'on appellerait à une autre époque un écrivain engagé, mais c'est d'un certain type d'engagement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la vitalité intellectuelle de cette critique, la force de cette critique, agit, quand on lit Rabelais, c'est une expérience qu'on fait constamment, agit dans le mouvement même du poétique, c'est-à-dire dans le mouvement même, dans le tracé même de l'invention verbale. Elle implique l'invention verbale. Dit autrement, si vous voulez, la vitalité intellectuelle dont je parle, la vitalité critique, elle est à la fois la cause et l'effet de la jubilation stylistique, de la jubilation carnavalesque qu'on dit souvent à propos de Rabelais, sans solution de continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un objectif critique et analytique et de l'autre côté un objectif d'invention de langue. Les deux sont intriqués constamment l'un à l'autre dans un même mouvement d'allégresse inventive. Très rare dans l'histoire de la littérature, très rare. Voilà. Ou dit encore autrement, le travail de la langue, évident chez Rabelais, est la conséquence de l'action pensive, et l'action pensive est portée par ce travail et lui fournit ses raisons. Le point important pour moi, c'est que jamais l'un ne va sans l'autre. Jamais l'un ne va sans l'autre. Le troisième point, qui me tient à cœur aussi, c'est que Rabelais, et là c'est une formule de Rodin que j'aime beaucoup, c'est une formule de Rodin essayant de dire ce qui caractérise les très grands artistes. Rabelais a une âme de foule. Âme de foule, je trouve la formule magnifique. Bon, pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire, mais voilà. Il a une âme de foule, c'est-à-dire il a l'amour du peuple. Voilà, il a l'amour du peuple, mais c'est pas un amour comme ça, purement déclaratif. Il a l'amour du peuple en tant que diversité, en tant que pluralité, et en tant que diversité et pluralité parlante et pensante. Voilà. Pas courant non plus dans l'histoire de la littérature française. Alors cet amour-là, cet amour du peuple, ce côté âme de foule, conditionne une mobilisation polyphonique
de la pluralité des parlers, c'est une caractéristique des premières qu'on voit quand on lit Rabelais. Alors tous les parlers, quand je veux dire les parlers, tous, hein, populaires, régionaux, argotiques, philosophiques, juridiques, théologiques, artisanaux, savants, techniques, médicaux, bon, liste évidemment non close, mais évidemment pour résoudre, c'est ça la magie stylistique, hein, pour résoudre cette polyphonie, cette diversité des parlers, dans une singularité stylistique violente, voilà, autrement dit dans une invention de langue, la langue de Rabelais, sa langue à lui. C'est pas si facile que ça à penser, hein, dans un monde où quelques écrivains qui ont une visée sociologique critique, par exemple, l'ont généralement avec à côté une revendication radicale ou une incompétence radicale à inventer un style. Quatrième point, donc ce que j'appelle invention de langue égale travail ostensiblement formel. Travail formel, aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse. Hein. Formaliste, dans la bouche de la plupart des gens qui s'intéressent à la littérature aujourd'hui, c'est une critique, c'est une moquerie. Donc, par contre, dans la littérature de Rabelais, le travail formel est ostensible, étalé, montré comme cela constamment. Alors bon, ce travail formel, vous savez ce qu'il en est, hein, les jeux de mots, les listes, les litanies. Je cite ça aussi parce que dans ce que je vais faire après, ces formules-là sont reprises. Hein. Donc les listes, les litanies, les contrepétries, les pastiches, les parodies, les proverbes mis à l'envers, les chansons obscènes, les utopies marrantes, les voyages extraordinaires, les dialogues philosophiques, les scènes burlesques, les fables grotesques, les fanfreluches, j'aime bien ce mot, ornementales, les monstruosités allégoriques, la scatologie surjouée toujours, hein, le mauvais goût assumé, les rigolades goguenardes, enfin le contraire par exemple de ce qu'on appelle l'humour. Si on synthétise, ça veut dire non aux langues mortes, non aux mots épaves, dit-il, mots épaves, mots espaves, même si on veut. Oui aux vivants. Alors, il dit par exemple, ça c'est dans le quart livre, oui aux paroles voltigeantes, volantes, movantes, et par conséquent animées. Oui aux vivants, c'est-à-dire oui au dégel ludique des paroles figées par l'idéologie, par la morale, par la domination religieuse et politique, par le lieu commun socialisé. Pour conclure ce tout petit paragraphe, une formule de Victor Hugo, qui n'a pas écrit que sur Notre-Dame de Paris, Victor Hugo sur Rabelais, je trouve la formule absolument magnifique, comme souvent chez Hugo. Rabelais, le masque de la théocratie, ça c'est le contenu, c'est les cibles, regardé fixement par le masque de la comédie. Ah, c'est l'opération stylistique. Cinquième point, pour le plaisir, un petit paragraphe d'un texte de Valère Novarina qui figurait dans ce numéro de TXT consacré à Rabelais. Rabelais entraîne très loin, très en arrière, très en avant de notre actuel français littéraire plat, linéaire B, très loin de cette petite langue française guindée de la radio qui est comme une petite bourgeoise qui s'étrique, un pauvre petit idiome laïque, un espéranto de plus en plus étroit. Une langue qui perd au moins un son par jour, une langue pour les sourds, pour des chanteurs cul-de-jatte, pour des danseurs seulement bicordes, français civique, médiagogique, morse, inodore, plat, une langue de sondé, de docteur dicté. Fin de la citation, comme on dit. Sixième point, puisque nous sommes en Sorbonne, les rapports de Rabelais à son époque avec la Sorbonne, comme vous savez, ont été pour le moins difficiles. En 1523, et là, à ce moment-là, il est moine chez les franciscains à Fontenay-le-Comte, l'autorité sorbonnale lui retire ses livres de grec parce que c'est l'époque où la dite autorité sorbonnale refuse qu'on lise les textes de l'écriture, enfin les textes des Écritures dans le texte grec nommément. En 1546, la même Sorbonne condamne le tiers-livre, troisième volume du cycle de Rabelais. En 1552, toujours la Sorbonne censure le quart-livre, donc le quatrième volume du cycle. Pantagruel, le personnage de Rabelais, ne voit en la Sorbonne, je cite, que puner lac puant. Et pour Rabelais, la Sorbonne est toujours une cible,
Partout il attaque, alors c'est des formules de lui, hein, les marosophistes et les maîtres théocrates, ou quand il s'énerve un peu, les sorbillants, sorbonagres, sorbonigènes, sorbonicoles, sorboniformes, sorbonisec, niborcisants, borsonisants, saniborsants. La liste n'est pas complète. Et magnifique avec Rabelais, c'est quand il a amorcé un thème, un sujet comme ça, l'orgie de vocabulaire se déclenche, je ne peux plus s'arrêter. Septième point, donc, à partir de là, la question, enfin ma question en tout cas, c'est quelles seraient aujourd'hui les cibles de Rabelais? Voilà. Alors, il faudrait développer un peu longuement, mais on peut dire, sans trop s'avancer, sans prendre de risques, il y aura au moins deux cibles d'évidence. Première cible, les intégrismes puritains, les catholiques comme les islamiques. Ce qu'il appelle, lui, les théocratiques acariâtres. Voilà, les énervés, quoi. Ou, plus banalement, les bigots, les cagots, les cafards. En bref, tous ceux qui n'entreraient pas à l'abbaye de Thènes. Deuxième cible, l'omnipotence de la finance. Ce qu'il appelle, lui, alors ce sont des citations, hein, les usuriers chichards. Puis alors cette formule quand même incroyable, les mangeurs de peuple. Voilà. Les politiques picrocoliques, c'est-à-dire ceux qui sont lancés à la conquête des marchés. Et bien d'autres, comme disait Bernard Hétzier. Voilà pour la pensée. Maintenant, la pratique. Donc, on en était à 1, je passe, on descend un petit peu. 2. J'avais pensé à apporter une bouteille de vin, ça faisait plus rabelaisien, mais c'était un peu surjoué. Encore que le vin aurait peut-être pu m'ouvrir parce que apparemment. Bon, on n'est pas bon en tout. Donc chapitre 2, bouche. L'or vint chinot en aspharage au pays de Bouche. Là sont belles cités Saint-Laringue et Saint-Faringue, Luette sous palais, fouillis les cordes. Ils sont nommés inhabitants Gorgibus, car bien repus. Item financière, vu que tout de fiant de picaille en brenne. Voire capitalique, boursicocole, CAC 40 boursisouillon, capitogène, boursiforme, capitalec, boursicacou, coliboursage, borsonican, ranticarastre, boursonisant, saniboursant, mondialisteur, globalophage. Lesquels chantaient sur leur perron leurs psaumes en se rigolant du manant. Chanson des Gorgibus. Mesdames, messieurs, votre attention. Des stock options plein la braguette, matelas d'action pour la ronflette, liasse de bifton sur la tablette, 40 caca dans l'oreillette, un parachute au-dessus de la tête, pour ce goberge et si ça pète. Vive les pépettes, vive les pépettes. Là commença Chinot à penser qu'est bien vrai ce que l'on dit, que la moitié du monde ne sait comme l'autre vit. Nul de nous n'a maison, là où son palais des en qui Gargamel l'écu, lequel pour nous oncle ne trébuche, sauf les rogatons. Item nous casse Oneille le boucan des paroles d'écu, ces chants de coucou dans le nid d'autrui, zinzin de frelons bons à zéro miel, pisseur aux gazettes et bonimenteur foireux. Ah donc, de propos disseux, n'entendit Chinot que quick, vu que ne sait parler, en bas latin du corps business, en agglutiné team building, en flexionné du starting up, en connectique cunéiforme, en script de .1, 2.2,
en hoqueté du bottom-up, en up-to-date de bottom-down, en espéranto des rentiers, en haut saxon du consulting, en crack bégayé du feedback, en disruptif du lobbying, en estructon des open space, en prosodique des flux process, en bas breton de search engine, en petit nègre du to-do list, en moyen François des médias, en ovlangon dérégulé, en acromique SMS, en charabia de HEC, en espéranto de cabinet, en macronique macaronique, en néantique macroniqué, en verniculé des CA, en linéaire A, B, C, D, en BABA, caraocté, en ougro-final des bénéfices, en moyen plus anglo-normand, en pariglotte tubérisé, en gaffadoy, en globi-globa-gougélien, en sabir babel de globiche, en pit de pidgin pékinois, en kanji gaulier du Nikkei, en pindarique de la pistole, en zinzinulé du business, en largongie du boursicot, en argondu des caïmans, en javanais d'avosavien, en loucherbem de débouchés, en pâteau défiscalisé, en loquace des localiseurs, en cocktail de place de la monnaie, en lingua franca de Singapour, en Rottweiler Bundesbankable, en sangslamé des Bahamas, en monotique de Monaco, en créolé capitalique, en inclusif picaillonnable, en trafiqué détricoté, en tripoté du financiable, en tric-tracoté de Jersey, en luxembourgeois luxatif, en herméneutrique helvétique, en morse de bourse, en bourse de frac, en fric cursif, en fric, en frac, en fric, frac. Bref, Chino est nul en langue. Chino est nul, chapitre 2. Bibliothèque des Gorgibus. Chino n'a pas lu Le manuel des arnaqueurs. Demodo Wikini Entubendi, L'éperon de détaxation. les évasions fiscales célèbres, L'apparition de Sainte-Nitouche à François Pinault. le mâche-fin des financiers, Les fariboles de CAC 40. le bréviaire du petit porteur, Cacatorium financiale. la recette de profiterole au gras, Le pilote d'exploitation. De Populo Enculendo, Carlos Gone with the wind. dignité des traders, La couille du promoteur. Deusu et utilitate concurrentiae nicendae, Abracadabanca, roi des escamoteurs. les lamentations de Steve Jobs, Multa Paukis, suivi de Pauca Multis. transfert de la bourse en Panthéon, Le patenôtre de Boursicot. péripicaillonne, Amour, gloire et dividende. du dégraissage des personnels, How to fuck force. métaphysique du ruissellement, Le bescu des prolétaires. la comédie des édentés, Apothéose de Bernard Arnault. comment s'enfler le portefeuille, Le Pontosane de profit. Bolloré mon adoré, Le capital pour les nuls. le catéchisme de PME, Des politico-oussou, Perlin Pimpini Poulouéris. Jupin l'ami des biens, Abrégé de géographie délocalisée, etc. etc. Chino est nul, chapitre 3. Les jeux des Gorgibus. Chino ne sait pas jouer, À tout pour qui a tout. à rien pour qui n'a rien, À ding ding dong, à moi le pognon. à stock le coq sur les options, À chic sur Nikkei du Nikkei. à schlack sur claquette 440, À délocalise-moi. à domino la grosse cagnotte, Au loto plus des biens lotis. à qui bosse plus gagne encore moins, À fait les cornes à qui bosse pas. à cul de perché sur le prolo, À carreau sur celui qu'on pique. à bouffe du cœur si t'as plus de steak, À boucle du trèfle si t'as plus de cœur. à chaume le du contre chaume-gwen, Au Monopoly chez les Grecs. à bubble shoot sur le manant, À Cannonball sur la manif. à fuck le sans-dent, À il court le migrant. à toucher couler le sans-papier, Au 1000 bornes sans rien à bouffer. à 1, 2, 3 cuit sous le cagnard, À 4, 5, 6 zodiac percé. à tralala crève en fourgon, À tralalaire gel en camion. à t'es foutu qu'à la calais, À Mani coincé dans les Alpes. à si t'es syrien t'es capot, À Éthiopien dans le pétrin. à échec et mat au malien, À Soudanais va au au ballon. casse-boîte sur sénégalais, Au mistigris des bons pouilleux. au kilo de mer pour l'immigré, Au Cluedo des barbelés. Interlude. Chanson du marchand de trous. Je suis le marchand de trous, j'en ai pour tous les goûts. Ceux au pied de Jésus, je les lui ai vendus. Ceux des mains aussi, ceux des mains aussi, du fond du paradis, ils m'en remercient. Je suis le marchand de trous. J'en ai pour tous les goûts. Suis du cul du diable,
Suis du cul du diable, était misérable, je l'ai refait à neuf. Ça fait un effet bœuf, ça fait un effet bœuf, quand il pond son œuf. Je suis le marchand de trous, j'en ai pour tous les goûts. Celui du souffleur trompait les acteurs. Vite que ça saute, vite que ça saute. J'en ai mis un autre, ils ne font plus de faute. Je suis le marchand de trous, j'en ai pour tous les goûts. La croûte du fromage, la croûte du fromage, lui portait ombrage, d'où que pour complaire à la fromagère, je fis le gruyère. Je suis le marchand de trous, j'en ai pour tous les goûts. J'ai créé le con, le neuil et l'oignon. J'ai créé le con, le neuil et l'oignon. Louis et le naseau, puis le troupard. Louis et le naseau, puis le troupard. Puis le troupard où on va tous au trou. Au bout du bide, au bout du bide, au bout du bide, au bout du bide, tout. Donc, chapitre 3, Gosier. Gosier, c'est par où descendent les liquides et les nourritures. Donc l'image, c'est la dive bouteille, classique, qui apparaît surtout dans le quart livre et le 5e livre. Mais bon. Or fuit Chinot Aspharage, ou tout cacophone. S'en revient à ces lieux d'enfance, c'est au plou fraquant laisse Saint-Brieuc. Là sont les zones, on y voit cuber en béton la plutocratie qui fait rutiler Bouffetance, à Futio et à Arménager pour nous allécher de lubricité. Avance, Chinot, traîne pas la patte à cause d'angoisse que rien ici ne reconnaisse. Au haut du tertre, stop. Et scrute à contre-spot du soleil ponant, faut cligner. Cligner, c'est pas loin de clore, clos. Néglige l'ici maintenant qui à tes pieds s'étend. Laisse ce ciel moderne aux oiseaux blancs du bec. Oublie le prochain, à toi l'amour des lointains, l'instinct des cieux non hauts, mais à jamais plus bas, car croupi en toi, vu que là, depuis les temps de René Coty, puis du général Lorrain en képi qui nous a compris. Tout vu en rétro, ah ah, comme c'est beau. Nimbe circonférent, tout rose bonbon en celluloïde. Dedans, nylon, bleu, palichon. Les irisations parmes et saumon, c'est Phébus qui bave d'envie sur les verdures. Plein poumon, gobon iode et H2O au son du flutio. Vive vastitude, aération, toute hygiène, les bonnes odeurs, la campagne qui fleure, abondance d'oignons, le pommier à cidre depuis Louis XIV, les bestiaux sympas et les bons produits sans additifs. Et cette sorte de lenteur, genre patriarcale, qui vous communique tranquillité et sens de la beauté. Car nature fut là, juste après le seuil en forme de campagne, à ces époques-là. Nature, elle s'étend, elle n'a rien à faire. Elle attend que ça passe, mais sans besoin de savoir quoi passe. Elle pipe pas mot, sauf en parler osios. Elle glande sous ses chaînes avec les cochons. Elle baille du fossé. Par son trou paludique de fesses, elle pète des nimbus odoriférants. Elle est grasse, gironde, gavée au boudin sanglant et au miel toute fleur, humide où il faut pour que ça émeuve le sylvain en botte.
Si quelque chose pense en elle, c'est la sorte de chimie de vin cuit dite sève, l'imbécile glucide, le protide idiot, la chlorophylle brute qui monte et qui descend sans se poser de questions, et l'activité hyper automatisée des viscosités. Si elle parlait, ça ne serait pas comme fille au jardin à l'adresse de Madelon, notre seigneur horticulteur. Elle dirait « touche-moi », surtout aux mamelles, car c'est d'abondance que sont leurs rondesses gorgées. Gobe-moi la mouche à faire le sublime, le nez au nuage. Penche-toi vers moi et fais hommage de tes doigts à sillon fondu et gazon mouillé. Mais laisse-toi pas, Chino, dégouliner niais. Car en ces temps-là, de même qu'en ceux-ci, passe, surimprimé sur ce fond de base rayé de poteaux d'électricité, tant l'agriculteur à soc brise-motte que l'aviculteur de chair comestible et que l'éleveur de viande sur pattes. Tous, ils sont joyeux de pouvoir noter que le temps fraîchit, car pluie qui promet, ça va 1. Faire pousser la graminée. 2. Faire le plus de graminées culminer plus gras les taux en bidoche. Ils savent que c'est un atout pour la production. Mais ça pousse encore plus en taux si petit plus de coups de pouce d'engin. Tracteur babiole, botteleuse Massey, véhicule vendœuvre, voiture à betterave siglée Ferguson, bétaillère Berliette avec au ridel la pub Hollywood comme au Dakota. Et pas bien loin, au loin, le train pyromane qui de bon matin à mi-chien, mi-loup s'en va aux fabriques livrées pour 100 doses potasse et phosphate et crache son poussier dans les bronches du talus asphyxié. Sur petit tendeur en queue de convoi voit s'entasser cuves et tonnes. Dedans sont les poudres à tout zigouiller côté hanneton, dorifort, sauterelles, cousins et pucerons, d'où du gargouillis pas loin de famine pour la sauvagine qui cuite qu'elle claque sévère du bec. Mais même pas besoin de bec pour claquer. Toute faune à hure ou à museau, tant à 0 pattes, rampante, qu'à 4, rebondissante, pompe dans les temps sa mort, vu qu'on l'a pourrie à l'urée de lisier ou au jus de plomb de moulin de camion. Tu peux maintenant les rouvrir, tes yeux. Fin du flashback, observe et désole sur Ibi et Nunc. Jadis, les fumiers au bord du bocage. À cette heure, fumier et bocage proscrits à 10 km par des UP, ZAC, ZEP et ZI, identiques à celles de tout autre trou ou bled de Dunkerque à Tamanrasset via Ex-Cocagne ou Eldorado. Là, plus que le flot de la marchandise et les gens dessus qui guettent les gondoles. Tout près, la gondole va voguer sur des rues vidées de saumon mais plein à ras-bord de salmonellose. Autour, le nimbé de pesticidés sur la peau des champs et le chant des piafs tous devenus cygnes qui clabotent en troupe dans le gaz méthane que flatule le bœuf qui baisse sans penser. Après, c'est le nitrate, il coule des lisiers comme le mazout des soutes de la Mococadis, ô maudit caca. Sa fille, l'algue verte, nourrie de cette manne, bouge tout des estuaires qui filaient aux grèves, mais ne file plus que sous croûte puante de laitue qui tue même le cochon s'il y fourre son groin de sauvagerie. Si elle file quand même, c'est pour déverser dans la flaque de Manche où tu bronzes ta couenne à l'hydrocarbure après que t'as oint ta pâte oxylème qui sauce ton compost. Écoute le maquereau, or inconsommable, mais pêché quand même, calette sur le quai. Écoute le lombric, chieur de terreau, qui végétative dans les ergastules au fond du jardin, car il n'a budget ni petite patte pour fouir ailleurs. Et deux prend pitié avant que de nous. Ils disent, en agonie, là où est Gênes, Benzène, où est-il Benzène? Il n'y a plus de plaisir pour Jacques Bonhomme, mais hausse des taux pour M. Monsanto.
et du plus de Total en stock pour son pote Total. Or, pensa Chino fort, en l'intérieur de son fort. Quoi fout-on là à tout saloper des mares, criques marines et atmosphère, avec des mazots de gras, du nitrate en sac et du COD échappé des pots ou du cul des vaches. En gros, on nuit. Point barre. Devrait-on pas plutôt câliner la flore, dont l'ortie, la ronce, la ciguë et le muguet vicelard? Louanger la faune, y compris l'araigne, le thon, la tique à lime, la mouche merdique, le frelon xénophobe, le mosquito dingo, la cigale assourdissante et le raton pesteux. Honorer nature, mère de vie de tout, misère, scarlatine, massacre massif, torturation, terreur blanche et peste noire inclus, et pas lui pisser nos sirops de merde dans les eaux. Plus adorer terre, qui ne ment jamais, qu'humain qui la souille avec des tracteurs, fils de Descartes et de technique, et leurs pétarades, filles de Prométhée et de raison dégénérée. Voir mais, se dit Chino, non ainsi ne pense vitalistar, naturophile, verdurophage, naturolâtre, intégrisou, pluripétain, hygiénomane, fronts nationaux, zeste nasilleur, cinglé du dieu en herbe, en bois, en sang et en bouillasse, manifesteur pour tous. Rabâche-t-il pas qu'en mère nature gît toute valeur, que vie n'est ailleurs qu'en Gironde icelle, que rien qui ne fasse à elle dévotion n'est digne d'humain, que tout qui proteste contre elle est maudit, et qu'on le rôtisse à vif au bûcher, qu'ordure et blasphème sont ainsi IVG, PMA, GPA, etc., qu'action civique et politique c'est pour vie et nature défendre. Ceux ne vivent qu'en rond dans l'œuf et la goutte de sperme. Ils ne pensent qu'immédiatement avec la terre. Ce sont des chiens. Japperai-je en chœur avec leurs abois? Que nenni. Ah, que non. Que nenni. Que non. Sauf qu'est vrai pourtant que humain perturbe. Toi, moi et autrui, tous pris du saccage et voués à pareil par la destinée. Même, on aurait dû arrêter la ponte après Cro-Magnon. Là donc, ferait mieux humain de vider carrément les lieux. Bref, au mieux serait comme débarrasse de nature le plancher, ou que tout ravage, démolit, asphyxie, poisonne et empuantit. Hop, on s'éteint, joie de bio, liesse de zoo attire l'arigot, CQFD. Cela est-il possible, ô chinocrate? Chino, non. Car si plus d'homme du tout, ni ne serait nature non plus, vu que nature ne vient qu'à homme en son pansement, sinon s'en fout. Autre version. Primo, nul ça ne peut penser sauf celui qui pense. Or, celui qui pense, le même qui cochonne la matière superbe de stupidité. Si plus là le cochonneur, personne qui sache qu'il fut, est et sera tuant et salopant. Deuxio. Prendre congé serait pousser bouchon un peu loin vu qu'on n'a pas d'autre lopin. Personne qui veut ça, même qui aime les puces, plus que les messieurs-dames qui gratouillent dessous, même qui pose sous la bougie en chanvre et laine vierge, même qui méprise gaz de ville, sulfate et nylon, et vend cher le navet, même qui locavore qu'en équitable longitudinal suivi. Donc, en conséquence, véritablement, qui nous bassine avec le propos, il cause pour peu dire, pour redemonter sur des préférences accordées aux chiens plutôt qu'aux congénères, et mieux qu'aux chiens à la pomme de terre, et plus qu'à la patate au caillou. Or, en vrai,
nenni. Ergo, ça vous arme méchant le neurone, car là où est le hic et gît le lapin, c'est que dire que mieux vaudrait qu'on s'absente, c'est avoir raison tout en ayant tort. Qu'entendre par là exactement, du moins au chinomathès? Chino, qu'à la fois c'est vrai, selon l'évidence ric-rac du bon sens, mais que mêmement c'est n'importe quoi en vie vécu vrai, donc égale zéro. Avec un trou noir de marre de pensée au milieu gênant de cet à la fois. C'est topiquement merde de ratiocinaille. On barbote dedans, sans rien qui nous sauve pas loin de noyade, et plouffe dans l'obscur. Et où donc irais-je, pendant ces longs temps anthropocéniques, me cacher des rôles d'extermination, pour penser, sans ma pensée y tout, exterminer. Interlude. Fable contée par Chino. On allait au bord de la mer, deux pics bloqués dans la pourriture, qui salopait les embouchures. Avec papa, maman et Fred, ma sœur. Et c'est qui passa le guet, en sifflotant décontracté dans ses bottes en caoutchouc. Le fils, l'air qui s'en contrefou, du roi des ploucs. Ô fils du roi, Fit la bergère, ma sœur, amie de la super, bio, sympa, 100% pure, hyper oxygénée nature côtière. ô fils du roi, tu manques de rien, surtout pas d'air. Comment qu'on fait pour se baquer? Le biotope est cochonné, et nos congés, tout saboté par la laitue. Lors, dit le prince à la gonzesse, Qu'elle se mélasse de ses fesses, car qui goberge le porcelet en se léchant les doigtelets? C'est elle, c'est elle, c'est elle. Or si profite le cochon, le ruitou de son étron, et si ça grève pas ton budget vacances comme viande le goret, pas vrai? C'est par miracle industrieux, c'est par miracle industrieux, et qu'on foute la paix au gueux. Car si tu veux sucrer ton bec, faut déguster la sauce avec au nitrate, au nitrate, au nitrate. Alors, chapitre 4, cœur. Cœur dans le sens cœur de l'action. In medias res, comme on dit en cuistre. Tagada, v'là les légions du guet avec la rondache, L'escopette LBD, la coulevrine à flotte, le grenadon à gaz, ça fait soin sur le bitume. Tout autour, il y a de la fumée. C'est rigolo, mais ça picote les yeux. Chino. Où donc ils vont, les rantemplans? Qui dame? Au rond-point, où muse le manifesteur parmi les canettes et les banderoles sur la langue des gueux, tu vois pas là-bas fumer les saucisses cuites sur du tison dans les barbecues avec les galettes? Chino. C'est qui le Flandrin qui crache du furieux parmi le tumulte sur son véhicule papamobileur avec les tuyaux derrière qui aspergent comme orgue de Staline tout le biotope? Qui dame? Vois la casquette à plat à laurier, c'est Picrocole II, préfet en DEM 22, proconsul de Jupiné, roi des Gorgibus. Chino. Il s'approche. Voyons ce que font, oyons ce que disent. Les gueux. Fini débat, basta babas, vive le boucan, passe au boxon. Proconsul. Au mégaphone. Patience la roture, bientôt après calandre grégeoise, la manne ruissellera de nos opulences.
rendez grâce, brèche-dents, aux pieds, et que bec, balle décrassée, close. Les gueux, De vos dons n'avons cure, boire voulons aux sources, lors que jaillissent des nappes par pertuis phréatiques, fontaines, cuves, bailles et lavoirs. Elles sont nôtres, car les avons de propres pattes, à sueur de front excavés et curés, non vous, qui glandent de bulouiller au sec, aux altitudes, le cul sur le matelas des culs. Victor Hugo au ciel. Quand la foule regarde les riches avec ces yeux-là, ce ne sont pas des pensées qu'il y a dans tous les cerveaux, ce sont des événements. Ça vient d'injustice, d'où que se pique colère. Colère comprend violence. Violence, ça casse par où ça passe. Non à qui casse, oui à qui pas. Bavasse de qui casse à longueur de temps la couille au manant, et voudrait surtout que rien, onque, ne change de la grande casse qu'est monde, comme il va pour les déclassés. Proconsul. En grand courroux à son centurion. Ces gens sont sourds de rébellion. Faudra leur coller du baillon de scotch pour leur assécher le parlement du Caquet. Ou qu'on leur casse l'os de jambe au tribard et que n'aillent plus ces vies d'âne que clopins clopinant de clopinerie avec les bancroches et maudits bossus aux zones à cabosser de vie. Et que la rue traverse en clochant le ripaton entre les berlines à 4 roues motrices sans qu'elles les écrasent pour mendier du job si tant qu'il y en a. Centurion serre les fesses. Affirmatif, crevons-leur le cul. Si, leur transcoulera le vent aux chausses. Mais nos varlets les leur nettoieront à la crème de pub. Puis leur shampouineront le moule à bonnet au télésavon et feront leur cerveau bon à tout gober. Proconsul. A donc qu'on leur plante l'embu en fontanelle et verse cervellon la vraie vérité. Ce est que rien à faire, que rien n'a changé du monde comme il va. Et qu'ils taisent leur gueule sans plus se regratter impotamment le pansement avec de l'aigre pas content de non-fortune et mauvais sort. Mais j'aperçois aucun dit ceux qui viennent contre nous à la foule et donnent fièrement sur nos gens. Serrons-nous ici et tenons la place en bon rang. On voit rien dans tout ce smog que font nos soudards pétardants. Qui sont ces Jacques? Expert Bondiou, prêcheur décrétaliste, de loin, du haut d'une tourelle. Ce sont vilains, mais moyen moins. Pense qu'à la panse, guigne que sous. Bureauteur de Nico, rouliers à gaz, pousseur à la soupe, encaisseur de boutique, pavillonniste, barbe cupide, troisième âge pas loin du 4 de péremption. Veulent juste squeezer la dîme et qu'on leur détaxe la carbure à bécane. En vérité, je vous le dis, renégat de cœur, apostat des reins. D'aucuns progardent les fils de Soline, tels agonisent le mort qui pique les bouleaux. D'autres conchient en gros les représentants. Plusieurs pistesseraient des écotiers. Non loin sont naquis sous l'étoile qu'on voit sans les taches de gras, orner les brochures pour éclairer la voie de révolution. Leurs pattes n'est blanche ni rouge leur cœur, jamais ne feront chanter lentement. Qu'on les laisse foirer leur petit caca et lâcher leur paix sur leur toile cirée. Et wae victis. Centurion, N'a rien entendu. c'est du pas content qui braille du mauvais et salope nos casques avec des trucs chauravés aux ponts et chaussées. Proconsul. Dadais, Beaujard, Gobregeux, Gogelu, Claquedent, Boyer des Troncs, Berger de Merde, Trouditeux, Averlan, Limsourde, Friandeau, Bustarin, Talvassier, Rianovo, Floquet, Copieux, Pandore, Malotru, Dandin, Traduit en moderne, messire? comme dit ministre Castagneur à ses castagnettes, voyous, factieux, haineux, brut, chien émeutier, assassin. Oui, da, rien que punais dans leur gargote. Ça sent de loin, les petits nains. Que ne la boucle et ne rumine dans leurs étables. Quelle furie les émeut, et ce, sans en rien avoir été par nous endommagés, irrités ou provoqués. Où est loi? Où est foi? Où raison? Humanité? Bonne amitié? Alliance de classe? Peuple unisson? Chacun en sa place et vache bien gardée. C'est compris corne, plus ne sont veaux. S'ils sont en robe devenus que rue le guet à terre tout décasqué, c'est moche. Le proconsul sort ses jumelles. Mais de quoi donc sont-ils nippés? Dondo sacu, pourpoint en peau plastique. Couleur de leur écu? Chandor pipi à 2 faces d'argent par riche. Quoi gueule? Propos de Trouara, parole de merde. Jupiné aux chiottes, Jupino dégage. Quoi feront si Manu Militari, isseux, n'escrabousillon? Envahir hostilement place Concordiale, arc patriotique et champ élyséen, saloper l'hypercentre, amocher rue piétonne, péter vitrine même si remparé de contreplaquage, talocher de boxe le guet foutu à terre,
rôtir carrosserie et gargote, foutre feu au Versailles de la Boustify. Chino, in petto, que Fouquet Scram et McDopet, tant mieux. Vizir du cabinet. Pas tous, pas tous. Ivré à gauche, c'est du casseur. Bon grain à droite, propre dans les clous. Ici torchon, là-bas serviette. Gaffe à pas couper les oreilles au carpe, c'est pas du lapin. Centurion, carpe qui filoche, lapin qui détale, c'est que ça a fauté. Pendant l'œil, basta. Choquerons-nous sur eux, messire? Proconsul, Philosophant. ce populo fait masse, on lui voit la substance. Or, la substance, supposition, appelle l'incident, opposition. Ergo, on cogne. Ça leur ajustera la tête au bonnet, bien mieux passeront sous portique SNCF ou fourche Pôle emploi, qu'on leur lacrymogène l'open space au gaz estouffant, s'y cesseront leurs époumonements, qu'on cogne au bas-ventre, ça leur ouvrira le tube des couillons, d'où fluera le sang, dont seront soulagés leurs rognons. Qu'on crève à moult un œil, l'armoiron parie celui leur malheur, et par l'autre, verront le doigt omnipotent montrer la bonne perspective, c'est là où nous sommes pour leur gérer comme convient la vie. Si sera fait, messire. À moi la garde. Fendons mandibules, renfonçons dents esgueules, descroulons omoplates, rompons les grèves, déboîtons les spondyles, desgondons les ischis, débésillons les articules, empalons les fondements, savetassons à clous les poitrails, piquons bidule dans les bedaines, ça les fera gambidouiller, car de la panse vient la danse. Exécution. Si ne suffisent gendarmes et la maréchaussée, feront donner l'armerdre en grand tract de bataille. Vizir du cabinet. Mais mollo quand même, ou notre troupeau, en ferait remontrance et les aurait en pitié le peuple électeur, dont cœur et reins sont par les instituts sondés pour éclairer les choix. Gardons-en aucun nom ou peu navré, caillotez-les, dire nos clémences et se repentent. Après leur bailleront l'aumône de petits plus au budget. Si leur feront goberger les fumées, les faits enverront à la venue des coccingrus ou en semaine des 4 jeudis après les élections. Tout bénef pour nous de poissons noyés. Et pour ceux mis à égoutter dans les hôpitaux, auscultation des penchants, prélèvement du tissu adipeux, chimie analytique et présentation du diagnostic. Sauront enfin 1. De quoi il douille, 2. Pourquoi il rage, 3. Que rage douillé emmerde le monde, 4. Comment ruminer leur jus mauvais sans le dégorger au vu et au su, puis puce greffée sous la couenne pour expertiser les forts intérieurs en temps réel, et projo plein feu sur fond des neurones pour que rien ne pense sans qu'on soit prévenu. Et hop, on cravate en mode ludique interactif. Rideau. Presque fini, rassurez-vous. 5. Chapitre 5. Ventre. Chino tourne les talons, grimpe au haut du coteau, voit au loin prés et champs pourrir dans les fumigations derrière les gazomètres, et le reste de bocage cerné par l'industrie, amoché de chimie, génétruqué de l'organique, électrocuté au jus fugitif des panneaux voltaïques. Question. Quoi pousse encore sur ces dévastations qui feraient du bien par où ça passerait comme Boostify? On va manger quoi désormais jusqu'à dorénavant? Du serpent piteux, Du sautillé de kangourou? du merlan d'autruche, Du jus d'épinard radioactivé? du thon à la croûte de sel de becquerel, De la tomate hors sol glyphosatinée? de la crème de crevure d'OGM, De la matelote de pelote de chat? de la gamette en bouc en confiote, Des boulettes de rat au sperme de chameau greffées sur le dos? des séquences de gras de génome en croûte, Du sang de navet bio, chair, avec la terre? du clone club de bouillon cube en pâte, Du steak de coulis d'oméga 3000? du cyberlipide en
cône alléché ou collé en patch. De l'huître en fast-food au miel de sarcelle. De la nouille au bouilli d'hyperprotéines en gel intensif. Du sac de cadavré, du manguilé, lyophilisé. Des petites pilules d'os recomposées. Du code barre en barre. Des sucrètes de générique. Du glucide, d'insecticide. De la capsule de tarentule. Du numérisé de surnuméraire en intraveineuse. Des gélules d'enzymes de chenille à la vanille. Du sel de nitrate en crotte, en cachou ou en berlingot. Du cactus d'élevage. Du label d'épi, de barbe, de zootis suivi en fichier longitudinés par la faculté. Des galettes de trucs en tout sauf en blé. Des crêpes de farine de chien. Des crêpes de ça le matin. Des crêpes à midi de sucre de kleps. Des crêpes de tapioca de caca de cabot au goûter avec du sirop pur reconstitué au chlore d'H2O. Des crêpes de poudre d'extrait de quéquette de bête à l'eau de javel pour le petit souper érotisé dans le salon particulier avec des yeux d'aran pasteurisés dedans pour tartiner les décolletés. Ou du pain de merde, de même farine en miche ou couronne ou bretzel ou foisse, ficelle ou baguette, bâtard à pavot ou pogne au cumin, mais toujours en merde. Ou même que le pain, comme à Ézéchiel le promis Yahvé, on nous le pâtisse de l'étron qui sort de nos propres corps et qu'on s'auto-bouffe par économie. Voilà des questions. Mais nul ne répond. Le ciel obstine sourd. Chino reste seul avec comme ami l'avant, qui le fuit, l'ici, qui le cuit, et lendemain, qui sent fort le roussi. Finale. Chanson locavore. Suce les cailloux, mastique la boue, mange la terre. Ça vaut mieux grapper du gruyère sur les nouilles de Monsieur Leclerc. Pompe au pipi du rue, pour lèche les jus, picore la pica. Il y en a marre du tapioca, merde à la mousse au chocolat, aux chiottes Danone et Nutella. De goût n'en est guère que pour la poussière, le glaire, les matières élémentaires. C'est bien meilleur que les pommes de terre, glyphosatés dans leurs ornières, on n'en veut plus dans nos soupières. Crache tes colères, vomis père et mère, emmerde de dire tout l'univers. C'est mieux que confire dans le sirop, le jus d'hormones sur le gigot, ou la vache enragée de McDo. That's all, folks. Les deux chansons que Vanda vous a chantées sont sur des airs de Jean-Christophe Marty. Merci beaucoup. Ça c'est la quand on nourrit Gargantua. Merci Christian. Merci Gino, merci Rabelais. Merci CQFD en fait. Oui. C'est extraordinaire. Mesdames, je la survole. Et Quel boulot. moi, j'en reste sans voix et cette, ça me, ce texte complètement rabelaisien et complètement dans l'actualité et la critique. C'était un peu l'idée, oui. Oui, non, mais, est complètement fascinant. Il me fait penser à plein de choses en même temps. Ça doit être le but. Et non, j'avoue que c'est incroyable le livre en question en fait. Non, la bonne nouvelle, c'est que Chino continue, quoi. Au départ, c'est juste le truc fortuit que je disais. Tout d'un coup, le tilt, Rabelais, François, et puis après, les choses s'enchaînent sur simplement cette petite rencontre, et puis l'envie de faire un peu à la manière, si on veut, oui, un petit peu à la manière de Rabelais, de proportion gardée, bien sûr. Je pense à quelque chose, j'ai discuté avec, vous connaissez Jean-Claude Pinson, bien sûr, qui travaille en ce moment sur... il publie des textes dans la revue Catastrophe, par exemple, et il s'intéresse, ouais. Je peux pas parler, on ne peut pas parler d'éco-poétique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, ce sujet l'intéresse. Et dans ce texte-là, je crois que vous avez eu des discussions tous les deux sur ce... Comment entre guillemets, traiter la question de la nature. Et là, voilà, tu t'empares de ce truc-là, en tout cas. Enfin, s'emparer, c'est un grand mot, mais... Oui, non, mais tu y vas. Ça fait comme tout le monde de notre... Tout à chacun à notre époque, sollicité par ces questions. Bon.
et frappé par la précipitation autoritaire des propos. Voilà. Parce que les points de vue écologistes, on en a vu par exemple beaucoup dans l'entre-deux-guerres venir du côté des droites les plus extrêmes. Non pas que ça veut dire qu'obligatoirement ce type de posture soit assigné à ce destin malheureux, mais au moins c'est une question. Au moins c'est une question qui ne peut pas laisser la pensée en repos. Qui ne devrait pas pouvoir laisser la pensée en repos dans l'impiété, dans le ressassement d'un politiquement correct de simple bonne conscience. Alors, ce sont des choses, la question n'est pas celle des groupes tellement, mais ce sont des choses que la littérature permet de faire. Que la littérature permet de faire beaucoup mieux que ne permet de le faire l'essai ou l'article à caractère toujours plus ou moins polémique ou l'intervention pensive. Parce que la littérature, elle se réserve le droit de faire parler des figures qui ne représentent pas, qui ne s'assimilent pas à la pensée de celui qui écrit. Qui sont les figures de son questionnement beaucoup plus que les formes de son affirmation. Il n'y a rien d'autre que la littérature ne peut faire ça, sauf les dialogues philosophiques modèle platonicien, qui finissent aussi par l'affirmation. Mais c'est pour ça qu'à la fin du chapitre auquel tu fais allusion, bon, Chino devient chinocrate ou chinomathès, c'est-à-dire devient une figure de dialogue avec l'ironie et l'hésitation que suppose aussi la posture dialoguée. Bon, mais Rabelais fait ça aussi, hein. Il le fait de toute autre manière que ça n'est fait dans les dialogues de Platon, parce qu'il le fait d'une manière burlesque, mais il met ces mêmes choses en scène. Pour ceux qui connaissent un peu ce livre, par exemple, le tiers-livre qui raconte en tout et pour tout la question, enfin, comment dire, qui a pour sujet ce sujet qui a l'air dérisoire, qui est la question que se pose Panurge, de savoir est-ce qu'il faut que je me marie ou pas, et si je me marie, serais-je cocu ou pas. Voilà, c'est mince comme sujet. C'est déjà mince pour un vaudeville ou une pièce de théâtre de boulevard, mais pour un roman épique, c'est d'une minceur presque dramatique, si je puis dire. Voilà. Mais sauf que ça permet à Rabelais d'amener le pauvre Panurge de chapitre en chapitre face aux experts, ce qu'on appellerait les experts aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui, toujours plus ou moins auto-proclamés experts, disposent du sens. Disposent du sens, c'est-à-dire du sens dont ont besoin les pouvoirs pour s'assurer comme pouvoir du côté de la scientificité d'apparence rationnelle. Voilà. Alors, les détenteurs du sens à l'époque de Rabelais ne sont pas les détenteurs du sens à notre époque, mais structurellement c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, Panurge va voir quelqu'un qui lit dans les lignes de la main, il va voir un astrologue, il va voir un poète qui est censé délivrer des vérités oraculaires par l'intermédiaire des petits poèmes qu'il écrit. Évidemment, à chaque fois, les oracles délivrés par ces experts sont d'une ambiguïté suffisante pour que ça entraîne à la suite de la consultation de l'expert le travail de l'interprétation. Mais dans le travail de l'interprétation, comme si de rien n'avait été, se redisposent les croyances a priori de ceux qui interprètent. Voilà. Et donc, dans chaque chapitre, il fait s'effondrer comme ça, mine de rien, l'arrogance de l'expertise. Alors, c'est ce à quoi, dans notre monde, nous assistons au quotidien, et en particulier sur les questions de climatologie, sur les questions d'écologie, mais sur les questions de l'économie encore bien plus. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais par rapport à ce que je disais au début, encore une fois, c'est ce que la littérature permet de faire. Enfin, c'est ce que la littérature permet de faire parce que dans le corps de la voix forcément unique de celui qui écrit,
peuvent émerger et se diversifier la polyphonie des voix qui subsume en une seule, tout en étant plurielle, les figures diverses de son hésitation intellectuelle, c'est-à-dire de sa pensée, qui en fait que la pensée soit une forme de l'hésitation, sinon on a peu de chance de la penser. Oui, ben c'est impressionnant la capacité que vous avez de passer de la théorie comme ça à une pratique poétique langagère. Enfin, vous le savez déjà pour avoir lu Ce qui merde ou des essais comme ça, puis votre poésie en parallèle. C'est très impressionnant et ça donne envie de continuer autour d'un verre de vin, de se délier la langue. Et quelques victuailles également. Donc ça se passe dans la salle qui est à côté. Qui arrive.